Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment rechercher une panne sur un moteur thermique. Alors la recherche de panne va se faire sur le véhicule que vous voyez derrière moi. C'est une petite transistor de 2000 équipée d'un 1,4 litre code TU3JP. Alors TU3JP c'est la version du moteur, le code c'est KFW. Donc bref, c'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y aura en premier lieu une recherche de panne et en second lieu la remise en conformité, puisque bien sûr j'ai déjà trouvé la panne et j'ai les pièces qu'il faut, enfin entre guillemets, parce que j'ai pas les pièces pour 1,4 litre mais pour 1,6 litre. Donc pour ceux qui connaissent, je vais monter l'injection et l'admission du moteur 1,6 litre 100 chevaux et 500 DTS. C'est compatible avec le moteur qui équipe ma 106. Donc voilà, je vous montrerai ça dans quelques minutes. Donc, voilà. On va se lancer. Allez, c'est parti. Bon, alors avant de commencer, je vais vous lister un peu ce dont vous aurez besoin pour la recherche de panne. Donc là, encore, c'est des outils de base. Donc il n'y a pas besoin d'outils spécifiques pour rechercher une panne. Donc, on va commencer par le multimètre. Donc ça, c'est l'outil indispensable pour rechercher une panne. Donc ici, c'est un Unit UT52 que j'ai trouvé sur AliExpress à l'époque pour 36 €. Il me semble que le prix il a baissé un peu. Donc je crois que maintenant il est entre 30 et 32 €. Ça dépend des vendeurs. Ce sont des très bons multimètres. Donc ils sont vraiment très garnis. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de calibres. Donc on peut faire pas mal de choses avec. Et franchement pour l'automobile c'est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, deuxième chose importante que vous devrez avoir, et là aussi c'est quand même indispensable. Enfin pour ma part je trouve que c'est indispensable parce que dans une revue technique vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les mesures constructeurs, vous avez toutes les démarches qui vous expliquent bien comment contrôler tel ou tel élément. Vous avez des éclatés, donc par exemple si vous ouvrez votre moteur, que vous faites un joint de culasse, que vous changez un piston, que vous changez des coussinets de bielle, et bien là-dedans vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les coupes de serrage, vous avez les éclatés, vous avez les explications pour le démontage, le remontage, etc. Et surtout vous avez les schémas électriques, donc ça c'est vraiment très important. Pareil, si vous n'avez pas ça, et puis franchement pour le prix ça coûte 30 €, vous allez dans une grande surface, ça coûte 30 € pour le prix, franchement pourquoi s'en priver, je ne sais pas. Ça c'est un truc indispensable aussi, comme le multimètre. Et enfin vous avez l'outil de diagnostic électronique. Alors là c'est pas forcément obligatoire de l'avoir, mais ça va vraiment vous aider grandement dans la recherche, puisque avec l'outil de diagnostic, avec le mien notamment, c'est un Delphi DS150E que vous pouvez trouver sur eBay. Et à l'époque je l'avais eu pour 150 €, mais ça fait 4 ans, donc je connais plus les prix en ce moment, donc me demandez pas, je saurais pas. De toute façon vous regardez sur eBay, eBay France, et puis vous trouverez ça. Donc ce qui est bien avec l'outil de diagnostic, c'est que déjà il va vous aiguiller
sur le problème. Donc si le calculateur il a en mémoire des codes défauts, vous allez pouvoir les voir grâce à cet outil. Et en plus, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des contrôles paramètres. Vous allez pouvoir voir par exemple la température d'air d'admission, la pression absolue d'admission, la position du papillon d'accélérateur, les temps d'injection, l'avance à l'allumage, les données des sondes lambda, donc amont et aval, si vous êtes équipé d'un moteur de type L4, donc dépollution Euro 3. Franchement, ça rend vraiment service et c'est un gros plus. Surtout si vous êtes équipé d'une prise OBD ou EOBD, comme c'est mon cas. Ça va vous rendre vachement service, ça va vous faciliter la vie. Donc, voilà pour les outils. Bien sûr, voilà, là c'est que pour la recharge de panne. Et après pour la remise en conformité, ça on verra plus tard. Je vous montrerai les outils qu'il vous faudra pour pouvoir démonter les éléments. Et là encore, pas vraiment besoin d'outils trop spécifiques, à part une clé dynamométrique. Mais à part ça, des outils de base suffiront amplement. Voilà. Bon, et ben on va passer à la recharge de panne à proprement dite. Donc c'est parti. Voilà, on se retrouve dans le véhicule. Donc la panne, la voici. Alors déjà, il y a une première chose, c'est le voyant moteur qui clignote. Donc pareil, le clignotement il a une signification. Si le voyant est fixe, il n'y aura pas les mêmes problèmes et les mêmes démarches à effectuer que si le voyant moteur clignote. Tout ça c'est dans la revue technique, d'où l'importance de l'avoir. Ensuite, bon, au niveau du régime moteur ça va, c'est pas chaotique, mais par contre on peut entendre le moteur qui a un peu de mal, qui peine un peu. Donc on va voir ça. Hop là. Donc là on voit qu'il a un peu la tremblote. Et si on accélère, on entend bien que le régime il monte pas de façon correcte. Et la descente au ralenti, vous voyez que là le moteur il a du mal à reprendre son ralenti. En route c'est encore pire, il y a une grosse perte de puissance. Alors quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est un problème qui se produit à chaud. Donc à chaud et uniquement à chaud. Quand vous arrivez à la température de fonctionnement normale du moteur, un peu avant le déclenchement du ventilo moteur, le moteur descend en puissance et il bafouille, il tourne sur 3 cylindres tout simplement. Bon, bah, je vais vous mettre dans le véhicule, je vais brancher l'outil de diagnostic électronique, on va voir ce que ça dit. Allez go! Nous voilà dans la phase de lecture de défaut. Alors déjà brancher l'outil de diagnostic. Donc la prise OBD sur 106 elle se trouve sous le volant, donc juste en fait sous la platine fusible. Donc, voilà. Donc là on arrive sur cette page. Donc, je vais me mettre sur le trépied, ce sera mieux. Voilà. Hop. Donc quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez choisir la marque de votre véhicule, le modèle, l'année de fabrication, ou enfin l'année de sortie du véhicule, quoi. Le système que vous voulez contrôler. Donc ici soit essence, diesel, ABS,
ou airbag prétensionneur, le code moteur. Donc ici, moi, c'est un KFW. Et enfin, la gestion électronique du moteur, donc en fait le calculateur tout simplement. Ici, c'est un Sagem 2000P. C'est écrit de toute façon sur le calculateur. Donc si vous avez un doute, vous regardez sur le calculateur, c'est écrit. Voilà. Donc on met le contact et on fait la lecture de défaut. Donc on peut démarrer le moteur si on le souhaite. Mais bon, le moteur, vous pouvez le démarrer avant ou après, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Hop. Donc on n'a qu'un seul défaut qui a pour code P0264. Donc là, c'est un code qui va vous être utile aussi. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Déjà, on va se concentrer sur le défaut qu'il nous donne. Entrée basse, circuit injecteur cylindre numéro 2. Donc, par entrée basse, en fait, c'est une alimentation trop basse. Donc, une alimentation trop basse, trop faible. Voilà. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cet outil de diag, déjà, on peut supprimer les codes défauts. Donc ici, vous avez les données en temps réel. Donc vous pouvez avoir pas mal de données utiles. Ici, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme données utiles? Le régime moteur par exemple. On peut exploiter ici la tension batterie aussi. Ça peut être intéressant. Ensuite, la température du liquide de refroidissement, la température d'air d'entrée, la pression de la tubular d'admission, les données des sondes lambda, ça peut être intéressant aussi. Et puis la vitesse du véhicule. Voilà. Donc si vous avez un problème au niveau de votre compteur qui vous donne une mauvaise vitesse véhicule, vous pouvez voir si le capteur fonctionne correctement ou pas. Voilà. Donc ça vous évite d'aller un peu à l'aveugle, quoi. Et vous pouvez avoir la version graphique. Donc ici vous pouvez avoir des courbes. Donc ça c'est pas mal. Par exemple, si je vous prends le potentiomètre papillon, donc là, si j'appuie sur la pédale d'accélérateur, hop, on va voir que le signal, il évolue. Donc il monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, jusqu'à un certain seuil. Et là, ça se stabilise. Et quand je relâche, hop, ça redescend. Voilà, donc là pareil, c'est quelque chose d'assez pratique. Donc voilà. Après, il faut savoir exploiter les données. Et ça, c'est autre chose. Et ensuite, ce qui est intéressant ici aussi, ce sont les commandes. Donc on peut activer des éléments. Par exemple, je vais activer le ventilateur moteur. Donc si j'appuie sur Start, là, le ventilateur moteur est en marche. Donc je sais qu'il fonctionne. Je peux l'arrêter. Et je peux recommencer. Donc ça aussi, c'est assez sympathique avec les outils de diagnostic. Pareil, vous pouvez commander chaque injecteur pour voir s'il cliquette. Donc voilà, on peut commander chaque injecteur. Pareil, la bobine d'allumage, mais bon, la bobine d'allumage, ça personnellement, je m'en sers jamais. Parce que j'en vois pas trop l'utilité. Le relais de pompe à carburant, ça aussi c'est pas mal. Par exemple, pour voir si votre relais double fonctionne, vous faites ça, hop, vous entendez la pompe tourner, ok, c'est nickel. Donc la pompe elle est alimentée, et normalement le moteur devrait démarrer. Bon après, il y a bien d'autres contrôles à faire quand vous avez un relais double qui est susceptible d'être défaillant. Mais ça, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment très, très long. Pour contrôler un relais double, ça a l'air simple, mais au final, ça ne l'est pas vraiment. Enfin bref, bon, là, on a ce qu'on veut.
donc le code défaut, et on revient sur ce que j'avais dit au début. Donc le code défaut P0264, vous allez sur ce site, donc carboncleaning.com, et là, ce qui est intéressant, c'est que ils ont tous les codes défauts qui sont recensés. Donc ici, il a tout de suite détecté que c'était un code Peugeot et pour moteur essence. Donc il nous décrit le défaut. Donc ici, injecteur 2, circuit trop bas, et les causes possibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là encore, on a une aide pour nous aiguiller. Donc ils nous disent soit le faisceau est en court-circuit sur la masse, soit l'injecteur il est mort, ou soit le calculateur de gestion moteur est défaillant. Donc tout ça, on va bien sûr contrôler. Alors sauf le calculateur. Le calculateur, si on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas le contrôler, mais on peut quand même contrôler le faisceau. Et on peut contrôler les branchements pour voir si c'est pas oxydé, ou s'il n'y a pas de jeu dans une broche ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Bon, et ben on va se retrouver dans le compartiment moteur et puis on va commencer à faire les contrôles. Bon, alors déjà la première chose à faire, vu qu'on va commencer par contrôler le faisceau, ça va être de déborner la batterie. Donc ce que je viens de faire à l'instant. Maintenant, on va se pencher sur le faisceau. Donc ici, j'ai déjà tout installé, le multimètre avec la broche du calculateur, donc enfin le connecteur qui va sur le calculateur, et là-bas le connecteur qui se branche au niveau de la rampe de commande des injecteurs. Donc c'est là que la revue technique va nous être utile. Donc déjà on va chercher notre gestion moteur. Donc c'est bien celle-là, gestion moteur S2000P, donc TU3JP L4, ce qui est bien mon moteur. Et ici vous avez l'affectation des bornes de chaque connecteur, donc le connecteur marron, le connecteur noir et le connecteur gris. C'est lui qui va nous intéresser, parce que vous voyez qu'ici, alors un petit focus, voilà, au niveau de la borne G3 du connecteur gris, vous avez la commande de l'injecteur cylindre numéro 2. Donc déjà on va contrôler ça pour voir si entre le connecteur gris du calculateur et le connecteur du faisceau d'injection, il n'y a pas un fil, enfin le fil n'est pas coupé. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le multimètre, on va le mettre en position continuité. Donc ici, en position continuité. On va mettre un fil. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que ici, c'est vraiment de la connectique très fine et très fragile. Donc vous pouvez mettre un fil à l'intérieur, mais alors mettez un fil très très fin qui ne sera pas susceptible d'abîmer le connecteur qui est à l'intérieur. Donc ça serait un peu bête. Alors ici, je l'ai bien mise à la bande G3. Donc ici, vous avez des lettres et ici, vous avez des chiffres. Donc il suffit juste d'aligner. Donc la bande G, elle est ici. Et la bande 3, elle est ici. Donc 3 et G, et ça me met là. Donc là, j'ai mis un petit fil. Et à l'arrière, donc vous pouvez voir le connecteur jaune au fond. Je l'ai mis sur le deuxième en partant du haut du connecteur quand il est branché. Voilà. Donc
hop. Ici, une extrémité d'une sonde du multimètre. Et ici, l'autre extrémité. Et là, on voit que ça sonne. Donc, il y a... quand il y a un L comme ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Et s'il disparaît, donc là, il y a une continuité. Et on a une résistance de 0,01 ohm qui est la résistance des fils en fait, des fils du multimètre. Donc ça aussi il faut faire attention quand on mesure, il faut toujours prendre la résistance des fils de test parce que des fois ça peut fausser la mesure. Voilà. Donc maintenant on sait que entre le connecteur gris du calculateur et le connecteur du faisceau d'injection, il n'y a pas de fil coupé. Bien sûr, ces contrôles-là, on les fait en condition de défaut, c'est-à-dire moteur chaud et non moteur froid. Donc là, le moteur il est bien chaud. Donc, on a contrôlé déjà le plus gros, ça va. Donc, ça fait du bien de savoir que le faisceau d'injection, enfin le faisceau moteur, il a rien. Donc là, on rebranche. Bien sûr, on regarde qu'il n'y ait pas de merde à l'intérieur. On contrôle quand même, mais moi j'avais déjà contrôlé, il n'y a rien. Donc hop, on rebranche. Et maintenant on va devoir contrôler le faisceau d'injection, donc qui se trouve sous la rampe d'injection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, et puis comme ça vous verrez comment ça se passe pour démonter la rampe d'injection sur ce moteur là. Donc je vous fais ça. Alors pour l'outillage, vous avez besoin d'une clé à pipe de 10, rallonge et petit cliquet avec douille de 10 pour la fixation de la rampe à la culasse, douille Torx 30 pour la patte support du collecteur, et puis c'est tout. Voilà, pas besoin d'outillage spécifique, et puis à tournevis plat pour dévisser les colliers de la boîte à air, et c'est tout. Voilà, allez, c'est parti, je vous fais un petit accéléré. Go! Voilà, donc là on a retiré notre rampe d'injecteur. Donc on peut regarder visuellement leur état, hein. Donc là ils sont vraiment sales, mais bon pour le kilométrage, à l'air c'est convenable, à 210 000 km, enfin 205 000 pardon. Alors le petit écrou qui est là, il y a juste à le dévisser en fait. Il n'y a pas besoin il y a juste à le débloquer, à le dévisser un peu, mais pas de le retirer complètement.
Donc maintenant on va contrôler le faisceau d'injection, donc qui est derrière. Alors moi là j'ai pas les clips, mais vous aurez des petites agrafes en fait. Vous passez un tournevis ici, vous tirez, vous les virez. Donc ces agrafes là, il faut pas les perdre parce que sinon le faisceau il tient pas quoi. Donc voilà, alors il suffit juste hop de tirer sur chaque broche. Voilà, donc là on peut la mettre de côté et voilà comment il se présente. Donc la grosse connectique c'est le plus commun et puis le reste c'est les commandes. Donc maintenant on reprend le multimètre, toujours en continuité. Voilà, et là c'est de chercher où est le plus et où est le moins. Alors déjà on va voir le plus qui est ici. Bon, donc là c'est le numéro 2 sur chaque broche. Sur chaque broche c'est le numéro 2, le plus. Voilà. Ensuite, pour l'injecteur 2, c'est cette connectique ici là. Donc je mets la pointe de mon testeur ici. J'ai cherché l'injecteur 2 qui est là. Donc c'est sur la pin numéro 1 que ça doit sonner. Donc hop, numéro 1. Et là, on voit bien que ça fait continuité. Et si on regarde, il n'y a que la résistance de mes fils test. Donc le faisceau il n'est pas résistant et le fil à l'intérieur n'est pas coupé. On regarde l'état des connecteurs. Donc là, ils sont quand même pas mal. Mais on va se pencher surtout sur celui qui nous intéresse. Et ici, on voit qu'il est pas mal. Donc normalement, ça devrait bien faire contact. Et à ce niveau-là aussi. Donc c'est pas tordu, c'est pas enfoncé à l'intérieur. Bref, c'est nickel quoi. Donc le faisceau n'est pas en cause. Maintenant, on va contrôler les injecteurs. Donc maintenant, il va falloir contrôler chaque injecteur. Il va falloir contrôler leur résistance. Donc pour contrôler leur résistance, déjà, il va falloir regarder sur la revue technique. Je vais vous montrer aussi comment contrôler une bobine d'allumage, même si même si là sur cette panne là il n'y aura pas besoin, mais comme c'est sur le chemin, autant y faire en même temps. Donc là on va chercher les injecteurs. Et les injecteurs, il me semble que c'est tout au début, puisque voilà, ici vous avez injecteur, et là vous voyez que vous avez injecteur, donc moteur TU1 JP L4, TU3 JP L4 et TU5 JP L4. Donc vous avez plusieurs montages d'injecteurs. Vous avez Bosch ou Sagem. Donc moi c'est des injecteurs Sagem. Donc c'est écrit non communiqué, mais bon c'est des Sagem. Et là on vous explique ce que c'est. Là ce qui va nous intéresser, ça va être ce qu'il y a derrière. Donc ici vous avez donc la tension d'alimentation 12 volts et vous avez les valeurs de résistance. Et donc là on voit TU3JP, les injecteurs doivent être à 14,5 ohms de résistance. Donc on va contrôler ça. Là, en position ohm-mètre, donc on met sur le calibre 200 ohms. Alors, on va contrôler les 4 injecteurs. Déjà, donc ici c'est le numéro 1, donc injecteur cylindre numéro 1. Si je le contrôle,
on a 12,7 ohms. Bon, ça veut dire qu'il commence à se fatiguer. Ensuite, ici, le 3. Donc on a 12,9. Le 4. Ouais. Donc là, on voit bien que il n'y a rien. Et si on met en continuité, non, ça sonne pas. Alors que les autres, hop, là ça sonne, il y a continuité, là il y a continuité, et ici il y a continuité. Donc celui-là, il est coupé. C'est-à-dire que à l'intérieur, la bobine, il y a un endroit où elle est coupée. Donc voilà, on a trouvé la panne. C'est l'injecteur qui est HS. Donc maintenant on va passer à la remise en conformité. Et je vais vous montrer par la même occasion comment monter le collecteur de Saxo VTS 100 chevaux. Donc voilà, ouais, je vous montre ça, c'est pas bien compliqué. Allez, c'est parti pour la remise en conformité. Donc voilà la rampe d'injection avec les injecteurs de 1,6 litre 100 chevaux, donc qui sont complètement compatibles avec les moteurs L4. De même pour le collecteur, il est compatible L4 et non L3. Donc pour ceux qui ont peur de se lancer et pour ceux qui ont des doutes, collecteur, enfin admission plus injection de Saxo VTS 100 chevaux, 100% compatible avec le moteur L4, donc 1,4 litre TU3JP, KFW, pas KFX. Puisque KFX c'est le L3, et en fait la différence c'est que au niveau des conduits d'admission, l'espacement entre chaque conduit n'est pas les mêmes. Donc tout simplement. Voilà. Alors avant de les monter, on va quand même les contrôler. On va quand même contrôler la résistance de chaque injecteur. Alors ici, sur la revue technique pour TU5JP, la résistance elle est de 15 à 16 ohms. Donc on ne doit pas avoir en dessous. Ou alors légèrement en dessous, c'est-à-dire qu'ils commencent à être malades. Mais ceux-là, je crois qu'ils sont en très bon état. Donc là, hop, 15 ohms 5, c'est top. Le deuxième, 15 ohms 1, c'est top. Alors 15 ohms 1, ouais, c'est 15 ohms parce qu'il y a la résistance du fil, des fils test à prendre en compte. Mais bon, 15,4, ok. Et enfin, le dernier, 15,3, c'est nickel. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on allait contrôler la bobine d'allumage. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça au moins, vous saurez comment faire. Donc là, pareil, on revient à notre gestion moteur. Et là, on va chercher bobine d'allumage. Donc ici. Alors, dans la bobine d'allumage, vous avez un enroulement primaire et un enroulement secondaire. Donc là, on va prendre la bobine d'allumage. On va déjà commencer par contrôler le primaire. Donc, on doit trouver 0,6 à 0,7 ohms. Donc là, on nous donne bien les numéros des bornes. Donc entre les bornes 4 et 1 et entre les bornes 4 et 2. Donc pour les numéros de bornes, il faut voir sur le connecteur. Mais moi, je sais que le 4, il est en bas. Donc là, on a bien, si on prend en compte la résistance des fils, 8, voilà, on a 0,7, 0,6, 0,7. Donc là, c'est nickel. Ensuite, ici, bon là on trouve quand même une résistance assez importante, mais la bobine fonctionne quand même correctement. Et pour
le secondaire. On va passer, vu qu'il faut entre 19 000 et 22 000 ohms, on va passer au calibre 20 000 ohms. Et là, il va falloir retirer les tétines. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite contrôler. Donc 1 et 4. Donc 4 et 1. On a bien à 18 000. Donc si on est en continuité, on voit mieux. Là, voilà, 19 000 en montée de mesure. Ensuite, entre 2 et 3. Voilà. Et là, on a bien 18 000 à 19 000. 19 033 en max. Donc, la bobine est correcte. Bien sûr, il faut contrôler l'état des tétines et surtout des ressorts qui sont à l'intérieur. Donc, moi, ils sont bons. Vous avez juste à les remboîter sur la bobine. Et voilà, vous avez contrôlé votre bobine. Donc bien qu'il y ait une résistance aux primaires qui soit quand même une poil importante, ça va, c'est pas alarmant. La bobine, elle est bonne. Donc maintenant, on va passer au montage du collecteur d'admission et des injecteurs. Allez hop, c'est parti. Donc voilà le collecteur de Saxo 100 chevaux. Donc on va monter tout ça. Alors déjà on va commencer par démonter l'ancien collecteur. Donc vous allez voir de toute façon comment ça va se passer. Je vous fais un petit accéléré et on se retrouve après. Bon, alors à ce stade, on va devoir utiliser une petite clé dynamométrique puisque les écrous de fixation du collecteur d'admission se servent à 10 Nm. Alors, bien sûr, vu que celui-là, il se connecte sur la rampe d'injection, je vais d'abord mettre la rampe et ensuite je vais tout serrer au couple. Voilà, allez, je vous fais un petit accéléré et on se retrouve à la fin.
falling, 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 'cause we'll start falling. Bon, ben voilà, une fois remonté, bon, je vous ai passé un peu la fin. J'ai trouvé une petite durite que j'ai mis là. Ce que j'avais fait sur ma Quicksilver, c'est que j'avais coupé ici, mais j'avais récupéré ça sur une vieille 106 qui était avec le coude déjà endommagé. Donc celui-là, je vais pas le couper, mais je vais en chercher un sur une autre 106. Et puis prendre une durite qui va là, hop, et qui va jusqu'à cet embout là. Donc je branche la durite dessus. Il n'y a même pas besoin de collier, tellement ça sert bien. Puis après j'ai juste à clipper comme ça, comme d'origine, et ça va nickel. Voilà. Tout est branché. Alors pour la fixation du collecteur, la patte c'est pas la même. Donc il faut une patte spécifique, la patte pour les 100 chevaux. Alors moi j'en ai trouvé une, elle n'est pas avec moi mais je vais la monter tout à l'heure. Mais elle est très très difficile à trouver. Alors le tuyau de dépression pour le masterback, il faut le renforcer parce que ça frotte un peu contre la caisse. Alors si votre support moteur il est mort au niveau du balancier de boîte de vitesse, faut faire vraiment attention parce que ça peut péter derrière, donc faites gaffe. Et voilà, sinon provisoirement j'ai mis ce truc bien dégueulasse, c'est un filtre air green mais il a pas mal de kilomètres. Et vu que pour l'instant j'ai pas d'admission, j'ai pas de boîte à air plutôt, j'en chercherai une un jour. Je sais pas quand, mais pour l'instant c'était vraiment que le problème d'injection que je voulais régler, mais vu que je mets des gros injecteurs, il faut que je mette un collecteur qui fait rentrer un peu plus d'air aussi, pareil. Et sinon, la boîte à air d'origine 1,4 litre, elle passe plus. Donc elle vient buter contre le masterback là. J'ai pris une durite le bois de 206, donc sur un 206 essence, 1,4 litre. Je l'ai coupé ici pour qu'il y ait la place. Alors quand il y a la boîte à air, c'est pile bon comme il faut. Et puis ça touche nulle part, donc c'est nickel. Donc soit vous faites ça, soit vous mettez une admission dynamique de base avec le coup d'alu là, enfin avec le tuyau en alu et un coup de silicone, ou soit vous prenez la boîte à air de Saxo VTS et puis vous l'adaptez. Normalement ça devrait rentrer. Voilà, donc maintenant qu'on a tout remonté, il va falloir refaire une lecture de défauts pour voir si tout va bien, supprimer les anciens défauts. Voilà, et bien merci d'avoir regardé la vidéo, même si elle était pas mal longue, mais bon, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour vous expliquer un peu comment ça se passait pour faire des différents contrôles, et puis utiliser l'outil de diag, un peu la revue technique, et puis le multimètre.
Donc, bref, quoi, les bases, quoi. Allez, premier démarrage. Donc là, on voit que ça tourne nickel. Voilà. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel et puis bah, à la prochaine pour un nouveau tuto ou un projet, on verra. Allez, à plus.